Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque lundi, c'est le quart d'heure américain, en direct à 17h45, rediffusé à 20h45 et à retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Et ce quart d'heure américain, c'est celui de Pierre-Yves Dugas, correspondant américain que nous retrouvons en visioconférence. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine, mais poursuivons la discussion sur le plan des marchés, puisque bon, les indices broient du noir, entre guillemets. C'est vrai qu'on revoit des plus bas annuels. On l'a vu en Europe, mais on le voit également sur les grands indices américains. Il y a une chose qui va changer dans les prochaines semaines, c'est qu'on va pouvoir laisser de côté un peu la macro, les banques centrales, les politiques monétaires ou la politique tout court pour se réintéresser aux fondamentaux des entreprises, comme on dit. Comme chaque trimestre, nous allons avoir les livraisons de résultats des entreprises qui vont commencer mi-octobre pour les grandes entreprises américaines. La question étant de savoir, quand on regarde la valorisation du marché, le PE, est-ce que le E de earnings est solide aujourd'hui, Pierre-Yves? Alors, il y a un chiffre qui m'a un petit peu surpris quand j'ai préparé mon intervention ce matin. Je me suis dit, je vais quand même aller vérifier quel est le ratio prix-bénéfice courant de l'indice S&P 500 vendredi soir. On est à 18. 18, ça n'est pas un niveau excessivement pessimiste. On vient de le dire, tous les sondages montrent que l'investisseur moyen n'a jamais été aussi pessimiste, mais la valorisation pour le moment en termes de bénéfices courants est de 18. Alors, qu'en est-il pour le ratio prix-bénéfice anticipé? On tombe à 16, sachant que la moyenne des 10 dernières années est de 17. Donc on est un petit peu en dessous de cette moyenne, mais si on veut être méchant, on peut quand même rappeler que depuis 10 ans, les banques centrales, pas simplement aux États-Unis d'ailleurs, ont pratiqué délibérément des politiques extrêmement laxistes qui ont eu pour objectif affiché de minimiser les rendements obligataires et de pousser les gens vers les actions. Donc on est proche de la moyenne des 10 dernières années. Est-ce que 17, c'est un chiffre qui permet de dire avec confiance que l'on anticipe vraiment une forte récession aux États-Unis? Probablement pas. Que s'est-il passé depuis la fin du second trimestre? Depuis le 30 juin, les anticipations des analystes, grossièrement, sont passées de gains de bénéfices des entreprises de plus 10% à plus 3%. On anticipe un gain de 3% aujourd'hui. Forte révision à la baisse donc depuis 3 mois, qui prend en compte le ralentissement de l'économie américaine. Si l'on regarde maintenant l'image macroéconomique, on anticipe une croissance aux États-Unis au troisième trimestre entre 0 et 1%. Voilà, ça n'est pas folichon, mais ça n'est pas non plus un marché qui permet de dire avec confiance nous avons beaucoup baissé, nous ne pouvons que grimper. À noter que dans cette révision de plus 10% à plus 3% seulement, un seul des 11 secteurs de l'indice S&P 500 a connu une révision favorable, c'est celui de l'énergie. Les 10 autres secteurs ont été révisés à la baisse. Et puis il y a ce phénomène, j'ai appris un nouveau mot, et dès que j'apprends un nouveau mot, Grégoire, je me précipite pour vous le communiquer, c'est le sandbagging. Le sandbagging dans le contexte, bien sûr, de la bourse et de la finance. Qu'est-ce que c'est? Sandbagging, mettre du sable dans des sacs. C'est en fait ce qui correspond à la politique d'entreprises cotées aux États-Unis de lisser leurs résultats pour donner aux actionnaires l'illusion qu'ils maîtrisent parfaitement leur situation. Beaucoup d'analystes considèrent que les entreprises cotées aux États-Unis au second trimestre ont délibérément sous-estimé leurs résultats en anticipation d'un troisième trimestre qui s'annonçait difficile et que donc on se prépare à de bonnes surprises pour le troisième trimestre pourvu que ce soit vrai. C'est vraiment les champions du pilotage des guidance, les directeurs financiers américains et les investor relations des grands groupes américains sont réputés pour être les meilleurs au monde dans cet exercice, je crois, Pierre-Yves. Honni soit qui mal y pense. En fait, non, les normes du fisc américain et de la SEC permettent aux entreprises cotées de différer la reconnaissance de pertes ou la reconnaissance, au contraire, de gains exceptionnels, et on peut les faire passer d'un trimestre à l'autre de manière à ajuster un petit peu les chiffres, sachant que, nous l'oublions pas, sont accrochés à tout cela, pas simplement la réaction épidermique des marchés lorsque les résultats trimestriels sont publiés, mais également
la valorisation des options et des stock options des dirigeants. C'est important aussi pour tenir compte de l'impératif de la gestion des résultats. Bon, les résultats microéconomiques qui vont reprendre un peu le dessus dans cette actualité chaude du moment dans les prochains jours ou les prochaines semaines, à commencer par les résultats des grands groupes américains. Sur le front des devises, Pierre-Yves, alors je suis très intéressé d'avoir votre vue américaine sur ce qui se passe, parce que évidemment, toutes les chancelleries réagissent quand elles voient la force du dollar face à leur propre devise. On a vu l'intervention sur le yen japonais des autorités japonaises, beaucoup de communication vocale pour l'instant du côté de la BCE à Francfort sur le niveau de l'euro. On verra ce que font les Britanniques avec le sterling qui a chuté à un plus bas historique ces dernières heures. Mais ça m'intéresse de savoir ce qu'on en dit à Washington. Est-ce que le dollar est un sujet déjà de préoccupation ou de discussion au sein des officiels américains aujourd'hui? La réponse courte, c'est non. On n'en parle pas trop. Alors d'abord, on remettra ça un petit peu dans le contexte. On parle beaucoup moins du cours du dollar aux États-Unis qu'on en parle à l'étranger d'une manière générale. L'économie américaine, relativement aux économies européennes, exporte peu. Et on sait qu'on est dans une situation de déficit de la balance courante qui est chroniquement déficitaire, donc on est toujours un petit peu habitué à ce que le dollar soit là, un petit peu faible. Seulement attention, il y a des journalistes quand même qui posent les questions. On a posé la question à Jerome Powell mercredi, après l'annonce de la Réserve fédérale du relèvement de ses taux, lors de la conférence de presse. On lui a demandé, Monsieur Powell, est-ce que vous parlez de la vigueur du dollar et de son impact avec vos collègues d'autres banques centrales, et est-ce que vous envisagez de coordonner vos politiques? Et alors là, Jérôme Powell a fait une réponse que j'ai trouvée extraordinaire de sincérité, à tel point que je me suis même demandé si il n'avait pas préparé cette réponse et que du coup il est sorti de sa langue de bois pour dire les choses telles qu'il les ressentait vraiment. Il a dit nous parlons beaucoup entre banquiers centraux. Nous connaissons très bien les politiques et les problématiques que nous envisageons et nous discutons des effets de spillover, c'est-à-dire des effets secondaires que chacune de nos politiques individuelles peuvent avoir sur la situation de nos partenaires. Mais nous ne coordonnons pas nos politiques. Vous imaginez si Paul Volcker avait dit ça dans les années 80 ou même dans les années 90, si Greenspan avait dit non, on discute entre nous mais on ne coordonne pas. C'est probablement vrai ce que dit Jerome Powell. La BCE, la Fed, la Banque d'Angleterre, toutes ces banques centrales s'observent, discutent entre elles de manière privée et de manière publique, mais ne coordonnent pas. Pourquoi? Parce qu'on part du principe, finalement, et c'est d'ailleurs la question qu'on avait posée à Janet Yellen au mois de juin, êtes-vous inquiète de la vigueur du dollar, déjà à l'époque? Et elle avait répondu, Janet Yellen, qui est maintenant secrétaire au Trésor, mais qui a été auparavant à la Fed, elle a répondu, elle aussi, avec une grande sincérité d'économiste, en disant, mais vous savez, les taux de change sont le reflet des mouvements de capitaux et des anticipations de taux d'intérêt. Ce qui veut dire en sous-titre, je n'y peux pas grand-chose. Je n'y peux pas grand-chose, surtout dans le contexte actuel où la lutte contre l'inflation est la chose la plus importante, primordiale, qui passe avant tout le reste. La Réserve fédérale ne va pas moduler sa politique de taux en fonction de l'impact éventuel que ça pourrait avoir sur les spreads entre les bons italiens et les bons allemands. C'est malheureusement la balle qui est plutôt dans le camp des Européens, qui paraissent, aux yeux des Américains, en retard dans leur relèvement de taux d'intérêt. Je pense que c'est plutôt cette perspective-là qui domine à Washington. Oui, c'est ça. Donc, dans l'analyse et la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine, parce que dans le cycle précédent, elle évoquait souvent les facteurs globaux pour justifier une position très accommodante ou justifier de ne pas resserrer trop rapidement une position qui était à l'époque très accommodante, à l'inverse d'aujourd'hui. Ces facteurs globaux, ils n'existent plus pour la Réserve fédérale américaine aujourd'hui. Je pense ils font partie de la conversation des membres du comité monétaire, mais ils sont très bas dans la liste des choses importantes dont il faut tenir compte absolument pour se décider. Vous savez, quand les patrons de la Fed sont acculés, ils ont toujours la même réponse. Nous avons un mandat. Ce mandat a été fixé par le Congrès.
Que dit ce mandat? Notre responsabilité est d'assurer la plus grande stabilité des prix possible dans un contexte de croissance le plus élevé possible. C'est le double mandat de la Réserve fédérale. Et ce n'est que par ce mandat-là, que par ce prisme-là, que la Réserve fédérale va intégrer les variables internationales. Si effectivement la vigueur du dollar devient insupportable pour l'économie américaine, qu'elle pénalise trop les exportations américaines par exemple, à ce moment-là, la Réserve fédérale va intégrer cela. Mais pour le moment, la vigueur du dollar rend service à la Réserve fédérale parce qu'elle est essentiellement déflationniste. Elle minimise le coût des importations américaines. C'est une bonne nouvelle qui arrange la Fed dans sa priorité absolue, qui est celle de la lutte contre l'inflation. Quand les Américains regardent la situation européenne, qu'ils ont du mal à comprendre depuis toujours, mais particulièrement en ce moment, il y a quelque chose tout de même qui les frappe. C'est que ça n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes économiques dans la zone euro, des problèmes de cohésion au sein de la zone euro. Mais cette crise-là, vue par les Américains, est tout à fait différente parce que ce ne sont plus les pays du Sud qui sont les mauvais élèves. Ceux qui refusent de se réformer, suivez mon regard, ceux dont la productivité et les réformes structurelles sont en retard. On peut regarder au sud des Pyrénées où on en parlait tout à l'heure à propos de l'Italie. Cette fois-ci, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui est l'encre de l'euro et qui est cette fois-ci en première ligne dans cette crise pour des raisons de dépendance et de vulnérabilité de son industrie à la crise énergétique. Situation très différente, effectivement, du point de vue américain, de ce qu'on peut vivre ici en Europe, plus loin au Japon ou au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Pierre-Yves. On réattaquera la question politique, évidemment, avec la campagne qui va quand même commencer à monter en puissance en vue des midterms, mais le temps joue contre nous pour cette fois, Pierre-Yves. On vous retrouve donc chaque lundi, je le rappelle, à 17h45 en direct, rediffusion à 20h45 sur Bismart TV. Évidemment, ce quart d'heure américain est à retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette émission ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.